le nouveau modèle de développement jusqu'à 2035, qui considère le développement rural comme étant donc un outil de développement économique et social du Maroc de façon globale, tout en considérant le devoir comme étant le noyau dur de la société marocaine et du développement rural de façon globale, de sorte à mettre en place, donc c'est toujours le modèle de développement qui prévoit ça, à mettre en place un certain nombre d'investissements, que ce soit public ou privé, pour permettre à ce territoire rural d'être plus attractif et pour qu'il soit donc être stabilisé, pour permettre leur promotion principalement, mais le développement également d'écosystèmes nécessaires pour permettre donc de stabiliser la population, mais également de produire de la richesse de façon globale, que ce soit au niveau national, mais également au niveau de la population concernée. Nous avons un foncier qui est principalement le facteur de production et de promotion de l'investissement productif au niveau rural, avec des activités agricoles compétitives normalement, et qui normalement vont permettre de créer des emplois. Maintenant, c'est la place de ce processus de milquisation et de mobilisation dans ça. Donc, pour nous, ce sont des projets intégrés et qui sont des facteurs de changement et de transformation structurelle dans le monde rural et qui mettent donc l'ayant droit au centre des initiatives de développement de façon globale. Par la suite, je vais vous présenter rapidement comment on travaille, quelles démarches on suit pour permettre d'atteindre les finalités et les objectifs souhaités de cette politique publique. Nous avons, comme on a dit au départ, la mobilisation et la milquisation comme étant des leviers principaux pour permettre de drainer de l'investissement privé nécessaire, que ce soit de la part des ayants droit, mais également de la part des investisseurs privés. Avec un certain nombre de moyens mobilisés qui sont très importants, c'est une coordination entre les différentes parties prenantes. Déjà, donc, on a mis en place les mécanismes de coordination, les mécanismes de gouvernance de ces deux processus qui sont très très importants, qui sont des chantiers royaux, comme je vous avais expliqué au départ, qui sont composés principalement des mécanismes des parties prenantes principaux, la principale partie prenante qui intervient dans le processus, le ministère de l'Agriculture principalement, l'Agence nationale de conservation foncière, le ministère de l'Intérieur, et qui normalement ils suivent la mise en œuvre de ce projet, de ce projet de façon la plus rapprochée possible pour permettre donc de suivre les résultats et également la mise en œuvre et l'avancement. Bien évidemment, comme politique publique, comme toute politique publique, l'État est toujours présent pour aider les investisseurs à travers l'octroi des aides, des subventions pour permettre et les encourager principalement à développer des investissements dans le monde rural. Donc c'est un système incitatif qui est déjà mis en place, que ce soit au profit des jeunes collectivistes, mais également au profit des investisseurs de façon globale. Pour quels résultats? Donc les résultats attendus sont principalement un volume d'investissement qui est estimé à presque 38 milliards de dirhams à moyen terme. C'est un soutien de la résilience du monde rural. C'est une accélération de la mise en œuvre des projets agricoles. C'est une dynamisation de l'investissement et de l'emploi. C'est une valorisation de la production nationale par extension, même si on agit dans le monde rural, mais c'est également l'économie nationale qui est visée. C'est une facilitation du processus d'insertion professionnelle en milieu rural. C'est une valeur ajoutée annuelle de plus de 2% de PIB au cours des prochaines années, avec bien évidemment d'importants emplois à créer. Les finalités, principalement, elles sont liées à rehausser le niveau socio-économique de la population, toujours en utilisant ce levier foncier comme le principal facteur. La favorisation de l'émergence d'une classe moyenne locale, avec une réduction bien évidemment des inégalités spatiales. Et par extension, et c'est peut-être l'un des objectifs les plus importants, c'est de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays. Maintenant, comment on agit de façon concrète? C'est le mode opératoire pour la mobilisation.
Donc concrètement, on a 3 niveaux principaux ici. Le premier niveau, il concerne la préparation de ce foncier de façon globale pour qu'il soit mobilisé. Donc c'est une préparation qui est d'abord sociale, parce que ce foncier, il est normalement, soit il est utilisé par les ayants droit, soit il est libre, mais il est dans la propriété des collectivités ethniques. Cette population, normalement, c'est la principale cible. Il va falloir l'intégrer dans le processus de mobilisation en prenant leur avis. Donc, c'est à travers leurs représentants. Donc, c'est un accord social, c'est un accord principal de la part des naïfs, des représentants de la population, pour pouvoir donc démarrer le processus de mobilisation. Parce qu'in fine, nous, au ministère de l'Intérieur, on agit bien évidemment par extension pour l'économie nationale et pour les objectifs stratégiques du pays, mais également on a donc un certain nombre d'objectifs spécifiques. Nous agissons directement au profit de cette population cible qui sont les ayants droit et qui utilisent les terres de façon quotidienne. Donc ce qui fait leur avis, prendre leur avis, il est très très important pour réussir d'abord la stabilité de l'investissement qu'on va mettre en place, mais également pour permettre de les associer dans la définition de quel investissement à mettre en place et de quelle manière peut-être donc il est opportun d'agir pour permettre la production de l'impact la plus optimale possible auprès de cette population. Par la suite, il vient tout ce qui concerne les opérations techniques de stabilisation de terrain, de définition des assises foncières qui vont être mobilisées, qui vont être mises sur le marché. Par la suite, il vient le deuxième niveau, c'est le niveau de la mise de son foncier sur le marché, parce que c'est le principe de la concurrence qui est adopté maintenant et qui est sur la base duquel on mobilise ce foncier, on le met à la disposition du marché. Donc c'est un certain nombre d'appels d'offres qui sont préparés et qui se mettent sur les différentes plateformes du ministère pour permettre donc une diffusion la plus large possible, mais également pour permettre de recevoir des offres les plus importantes possibles qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée économique au profit des ayants droit, mais également au profit de la nation. Par la suite, c'est la contractualisation. Donc, c'est une préparation sociale, technique, concurrentielle, c'est très important. Mais également la sécurité juridique, elle est très importante. Donc, on passe par la suite à la contractualisation, avec des délais qui sont très très importants. Donc, nous avons des délais de location qui commencent de 6 ans jusqu'à 40 ans. Et parfois, suivant la nature de l'investissement qui est mis en place, mais avec des possibilités, bien évidemment, parfois, de renouveler les contrats de location en cas de besoin. Ici, la demande de l'investisseur est là. Bien évidemment, on ne mobilise pas et on s'arrête là. C'est un système de suivi-évaluation qui est là pour pouvoir identifier l'avancement, mais également la réalisation des investissements projetés. Donc déjà, j'ai parlé du mécanisme de coordination et de suivi qui sont là et qui sont normalement en permanence qui ont le rôle de suivre l'état d'avancement, que ce soit sur le terrain, parce qu'il y a un prolongement territorial des mécanismes qui sont adoptés au niveau central et qui permettent de suivre au niveau de chaque province avec des constats de valorisation, la réalisation effective des investissements qui sont projetés. Maintenant, pour le mode opératoire de la milquisation, comment on agit concrètement. Donc, comme je disais au départ, c'est une appropriation des terres au profit des ayants droit qui sont membres des collectivités ethniques. Donc c'est un travail également social, principalement, de formalisation de ces droits. C'est un travail d'associer la population dans la définition des lots, dans la reconnaissance des limites, mais également de les associer dans la réalisation d'un certain nombre de travaux techniques qui vont permettre d'individualiser les lots et les superficies qui vont être attribuées à la fin du processus. Donc après, il y a une reconnaissance du droit de propriété à travers l'établissement des titres fonciers, des certificats fonciers, qui normalement qui sont des outils de transfert de propriété et d'individualiser la propriété. Donc c'est une manière d'organiser la sortie de l'indivision. Donc cette terre, elle était dans la gestion indivisaire entre les ayants droit. À travers ce processus, on va sortir de l'indivision, on va reconnaître la propriété privée individuelle à chaque ayant droit. Bien évidemment, approprier, c'est pas
ce n'est pas le seul moyen qui va nous permettre d'atteindre les objectifs souhaités. Donc c'est toujours un accompagnement économique et social de la population cible qui est très important et que nous suivons à travers que ce soit à l'intérieur de la DAR, peut-être Madame Kwaddo, il va développer ce point. Qu'est-ce qu'on fait avec comme action sociale, d'autonomisation sociale, d'accompagnement des ayants droit pour permettre une bonne valorisation de leurs terres, mais également de mettre en place une action qui est très très inclusive, parce qu'il y a un certain nombre de populations qui vont bénéficier des terres, mais il y a d'autres populations qui ne vont pas bénéficier. Donc c'est une optimisation, c'est une maximisation d'impact à travers Madame Kwaddo. Je ne vais pas aller plus loin, donc il va vous présenter comment on accompagne la population qui ne va pas bénéficier des terres. Mais bien évidemment, on n'est pas seul, nous avons des partenaires avec nous. Ce sont principalement le département de l'agriculture qui agissent avec nous dans l'accompagnement social et économique de la population à travers que ce soit des subventions, mais également le développement des capacités culturelles des ayants droit et des bénéficiaires. In fine, c'est une stimulation du développement économique au niveau territorial qui est visée, tout en faisant en faisant de cette appropriation des terres comme étant le levier principal de développement durable dans le monde rural. Bien évidemment, un certain nombre d'impacts et résultats globaux qui sont recherchés, un certain nombre d'impacts et résultats globaux, mais également spéciaux. Donc, pour ce qui concerne les résultats globaux, on a une... Ah, pardon. Merci. Pardon. Voilà. Donc, c'est une dynamisation du marché foncier qui est visée parce que comme je disais au départ, on avait un certain nombre de lois qui ne permettaient pas une bonne dynamique avant 2019, une bonne dynamique de foncier, étant donné que le foncier n'était pas transmissible. Il y avait un certain nombre de conditions pour permettre sa circulation sur le marché. Donc le fait de le mobiliser, que ce soit via le mécanisme de mobilisation ou via le mécanisme de mécanisation, ça permet donc de fluidifier la circulation de ce foncier sur le marché, étant donné qu'une propriété est reconnue, mais également, dans le cadre de la milquisation, mais également un certain nombre de contrats qui vont stabiliser la propriété, c'est pas la propriété, l'exploitation principalement, qui vont permettre donc de dynamiser le marché foncier de façon globale avec une augmentation de la garantie de ce foncier. Donc c'est un foncier qui n'était pas bien valorisé, donc avec une productivité limitée. Donc c'est une sorte à travers ces mécanismes, de permettre d'intégrer ce foncier dans le mécanisme, dans le processus de développement économique et social, dans le circuit économique, de sorte à le mobiliser correctement en termes de mobilisation de crédit, en termes je sais pas, donc de cession, ainsi de suite. Un accroissement de la productivité agricole qui est également attendu, avec un certain nombre de principes de durabilité de projets qui sont visés, des créations d'une dynamique de changement dans le monde rural qui est recherchée, parce que toujours là, je reviens, que ce soit aux messages royaux, mais également à la partie législation, à la partie loi. Les premières lois ont été adoptées en 2019, en 1919, ce qui fait c'était un certain nombre de pratiques qui étaient installées depuis 1919, qu'il a fallu les changer à travers l'adoption de nouvelles lois en 2019, ce qui fait qu'elle était nécessaire par le ministère de mettre en place un certain nombre de mesures, de mécanismes de sensibilisation, d'information, pour permettre de mettre en place, de faciliter l'appropriation des populations cibles, d'abord des nouvelles législations, mais également de permettre de présenter au grand public, que ce soit au niveau rural ou au niveau national, quels sont les atouts, quels sont les nouvelles perspectives qui sont données maintenant, qui sont offertes par ces lois et qui permettent donc de changer la perception des terres collectives, mais principalement du monde rural de façon globale. Donc c'est un grand processus, c'est un long processus
déconstruire et de construire. Donc c'était parce que si on revient à la loi 1919, elle donnait beaucoup plus d'intérêt aux usus qui étaient parfois exclusifs, d'accord, qui étaient exclusifs vis-à-vis des femmes, vis-à-vis d'un certain nombre d'utilisateurs, vis-à-vis même de qui pourrait investir sur ces lois, ce qui fait donc c'est un accompagnement de changement qui est là et qui est soit mis en œuvre par le ministère, mais également en partenariat avec les partenaires. Donc c'est une autonomisation de la population collective qui est visée, donc les ayants droit et les jeunes principalement, avec la création d'une dynamique de développement économique dans le monde rural. Les objectifs spécifiques sont une dynamisation du marché foncier, mais maintenant au niveau rural. C'est une augmentation de la valeur des terres du fait de la sécurité accrue des droits fonciers. Donc, Chahil va vous présenter cet axe de façon plus détaillée. Un certain nombre de mobilisations de subventions pour permettre donc d'accroître les investissements nécessaires avec la création d'une dynamique positive auprès de la population. Parce que on favorise beaucoup plus actuellement donc la participation de la population, que ce soit dans la gestion des terres, mais également dans les choix de type de mobilisation qu'ils souhaitent faire à leurs terres. C'est une augmentation de la valeur des patrimoines ruraux et des ménages ruraux qui est en question, avec un effet d'entraînement du secteur primaire sur le reste de l'économie marocaine, notamment les secteurs tertiaires et quaternaires, avec l'amélioration et l'optimisation de l'allocation des ressources foncières. Que ce soit la dynamisation du marché de location, mais également la réorganisation des assises foncières à travers tout un travail d'aménagement des territoires ruraux qui se travaille à travers les procédés, les mécanismes de mutualisation et de mobilisation. Donc merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de débattre avec vous. Merci. Merci beaucoup, Sieferassi. Alors, je ne l'ai pas présenté, chef de division à la direction des affaires rurales. Une petite synthèse très rapide. Vous avez compris, il nous a expliqué le cadre logique et le cadre stratégique dans lequel s'ancre cette politique de melkisation, de mobilisation des terres collectives. Vous avez plus ou moins compris, en fait, la logique qui a été développée. Maintenant, nous allons passer à la mise en œuvre sur le terrain. Et plus particulièrement, on va aborder la question de la femme sous la LIA, au cœur de la transformation économique et sociale dans le monde rural. Thématique qui sera abordée par Madame Kbadou, chef de division également à la direction des affaires rurales, que j'appelle à me rejoindre maintenant. Voilà, donc comme vous le savez, bon, la question de la femme dans le monde rural et la question de la femme agricultrice et actrice dans le monde rural est une question très épineuse, bon, pas uniquement au Maroc, hein, partout dans le monde. Là, vous allez voir comment la politique publique a été pensée pour aborder cette catégorie de la population. Bonjour, mesdames et messieurs, aimable assistance. À mon tour, je réitère mes remerciements aux organisateurs de ce congrès
Et mes remerciements vont droit aussi à nos partenaires institutionnels et opérateurs privés qui nous soutiennent dans nos stratégies et notre vision pour gérer les terres collectives. Donc, j'ai l'honneur de partager avec vous aujourd'hui une présentation qui va mettre le point sur le rôle du foncier collectif face aux défis socio-économiques du monde rural, en mettant l'accent sur les avancées concrétisées par la femme sous les liens et à son profit. Le plan adopté ou que je vais adopter suivra le cheminement suivant. Donc, après un aperçu rapide sur les régimes fonciers au Maroc, je zoome sur le foncier collectif, puis je partage avec vous le modèle implémenté par la DAR, la Direction des Affaires Rurales, pour gérer le patrimoine foncier et pour gérer aussi l'élément humain à travers une gestion inclusive, durable, créatrice d'emplois et de revenus pour les ayants droit. Et avant de conclure, on va vous relater les aspects qui consacrent la consécration, qui relate la consécration effective de l'action inclusive de la femme collectiviste. Donc, il est sans savoir que le régime foncier au Maroc, il est diversifié et il est assez complexe. Il est constitué principalement du domaine forestier, le domaine public et privé de l'État, les terres habous, les terres milk et les terres collectives appartenant aux collectivités ethniques qui dépassent 20% de la superficie globale de notre royaume. Donc, qu'est-ce que le foncier collectif? Peut-être cette présentation va servir les étudiants assez présents avec nous. Sinon, le reste, il est donc sûrement il est sensibilisé sur ces définitions. Alors, donc, le foncier collectif est un statut particulier au Maroc dont la propriété appartient collectivement à un groupement d'habitants faisant partie d'une même origine, dite tribu, et descendants d'une même ethnie, dite collectivité ethnique. Les collectivités ethniques sont définies comme étant des tribus, des fractions de tribus, de douars ou tout groupement ethnique. Ils jouissent de la personnalité morale et de droits privés. La tutelle des collectivités ethniques et la gestion de leurs biens sont confiées au ministère de l'Intérieur en application des dispositions des lois du 9 août 2019, à savoir les lois 62-17, 63-17 et 47-17, ainsi que le décret d'application du 20 janvier 2020. Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques. Elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, sauf selon les dispositions de la loi 62-17. Les collectivités ethniques sont représentées par les naïbs et les naïbettes. La qualité des membres de la collectivité ethnique elle est édictée par la loi. Alors, comment s'opère cette tutelle sur les terres collectives? Comme ça a été dit, donc le cadre juridique, c'est toujours 62-17, la loi 62-17, 63-17, 64-17 et le décret d'application. Et ça, c'est à partir de 2019, après être régi par le Dahir qui a duré 100 ans, depuis 1919 jusqu'à 2019. La tutelle administrative et de gestion du patrimoine, comme on a dit, elle est confiée au ministère de l'Intérieur via la direction des affaires rurales dont les missions sont édictées aussi par la loi 62-17, notamment la gestion des collectivités ethniques, de leurs biens, de leur patrimoine, la défense de leurs droits et l'insertion des ayants droit dans le processus de développement. Les organes de gouvernance qui statuent sur les actes de gestion de ce patrimoine, ils passent par deux instances, à savoir le conseil de tutelle centrale et les conseils de tutelle provinciaux ou préfectoraux. Les institutions, il faut retenir deux concepts ou deux institutions importantes, à savoir l'institution de NAIB qui est soit choisie, soit désignée, soit élue de par la loi. Les membres ou la qualité de membre d'ayant droit, elle est aussi édictée par la loi et
un ayant droit doit respecter les critères prescrits dans la loi avant d'avoir cette qualité officiellement. Alors, on passe maintenant à la partie gestion. Alors, on a vu comment s'opère la tutelle sur les terres collectives ou sur les collectivités ethniques en général. Maintenant, de par la loi, comment on gère la direction des affaires rurales, le volet foncier et le volet élément humain. Donc, la direction des affaires rurales a choisi ou adopté un modèle ou implémenté un modèle qui se repose sur 2 piliers importants. Le pilier 1, c'est la gestion rationnelle du foncier collectif. Le pilier 2, c'est la gestion durable et créatrice de richesses et de revenus au profit des ayants droit, en mettant en place des mécanismes, des outils, des mesures d'accompagnement et des moyens pour mettre en place cette stratégie. Les lignes directrices dont elle a inspiré ce modèle provient du fait que le foncier collectif, comme vous le savez tous, c'est une ressource stratégique pour répondre aux défis socio-économiques et environnementaux, ce qui interpelle cette gestion rationnelle du foncier collectif afin d'atteindre les finalités suivantes, à savoir asseoir une équité sociale et spatiale, renforcer la résilience au changement climatique, assurer la durabilité des ressources pour les générations futures et consolider la paix sociale et la stabilité des investissements pour jouer, comme il se doit, le rôle de levier de développement durable. Alors, passons maintenant au côté pratique et la mise en œuvre de cette vision. Donc, cette vision, elle est basée directement, pour être pratique dans ma présentation, sur les chantiers suivants ou actions fondamentales entamées depuis 2019, à savoir la réforme. Donc, l'action majeure, c'est la production ou l'élaboration d'un arsenal juridique fort et transparent permettant le recensement, l'assainissement, l'immatriculation, le droit de la propriété, l'organisation de la jouissance du foncier pour les hommes et les femmes, ainsi que la succession et la répression des mauvaises pratiques et des défenses de droits. Le deuxième point, ou la deuxième action majeure sur laquelle s'est penchée la direction des affaires rurales pour mettre en œuvre cette gestion rationnelle, c'est l'inscription dans une politique foncière unifiée avec ses partenaires, acteurs du foncier. Troisième action majeure aussi, c'est la maîtrise de l'information à travers la collecte ou le recensement et la maîtrise de l'information technique et socio-économique du foncier et de l'élément humain, tous statuts confondus et par liste des ayants droit. Évaluation du patrimoine collectif moyennant une approche d'expertise foncière et moyennant un outil qui est le référentiel de prix. Tout ça a entériné dans un sommier de consistance dynamique basé sur les nouvelles technologies en matière de recensement et de stockage de l'information et de données numériques, alphanumériques et géographiques, à savoir un système d'information et un système d'information géographique performant. La quatrième action importante sur laquelle aussi s'est attelée la direction des affaires rurales pour atteindre les objectifs de la gestion rationnelle, c'est de combattre la spéculation, l'empiètement et l'exploitation irrégulière foncière en parallèle et en compatibilité avec les procédures judiciaires. Le cinquième point ou la cinquième action, c'est le droit d'appropriation à travers la milquisation des terres collectives aux ayants droit conformément aux lois en vigueur. La cinquième action majeure, c'est la valorisation du patrimoine collectif en le mobilisant au profit des politiques sectorielles en matière de développement aux investissements privés et aux ayants droit. Le cas des investissements au profit des politiques sectorielles, on note la mobilisation d'1 million d'hectares au profit de la stratégie Green Generation du secteur agricole et la mobilisation des terrains collectifs au profit des projets structurants de l'État dont elle est engagée. Donc, voyons ensemble donc l'approche et les dimensions d'action. Alors, si on passe tout de suite, où est-ce qu'on est après avoir adopté ce modèle pour la gestion du foncier collectif? Et dans le cadre de l'ouverture
et la communication comme approche et outil de travail dans cette stratégie, on peut communiquer les chiffres suivants. Donc, à ce jour, nous sommes sur une superficie de 15,6 millions d'hectares, répartis entre 12,3 millions d'hectares de parcours, 2,3 millions d'hectares agricoles, 1 million d'hectares dans le périmètre urbain et périurbain. La superficie apurée à ce jour, totalement, titre foncier, et je parle sous le contrôle du responsable, c'est 5,5 millions d'hectares. Superficie en cours d'apurement, il totalise 9 millions d'hectares. Présumé collectif à ce jour, et il peut être plus, 1,1 hectare. Total des terrains loués dans le cadre de la mobilisation, nous sommes à 139 048 hectares dans le domaine agricole et nous sommes sur 5 656 hectares pour les activités économiques industrielles et pour les activités de carrière, nous sommes à 6 085 hectares. Le total des cessions au profit des investissements publics entre 2000 à 2024, nous sommes à 94 976 hectares. Quant au total des terrains mobilisés au profit des projets de développement à eux seuls et les AGR des ayants droit, nous sommes aujourd'hui presque à 4 000 hectares accordés au profit des ayants droit pour les mobiliser au profit des projets et des AGR. Alors, je passe à la répartition de ce terrain foncier au niveau national. Donc, nous sommes présents sur 60 provinces. La légende, elle n'est pas très lisible, mais je la traduis comme suit. Donc, tout ce qui est foncé, c'est du collectif, et toute la dégradation, il suit. Donc, vous constatez bien que 4 908 collectivités est répartie au niveau national, et elle est très concentrée sur l'oriental, sur le sud-est, et même au centre. Donc, les 15,6 millions, vous le voyez répartis sur... Alors, si je dis qu'il est sur l'oriental, le sud-est, le centre et tout ça, ça traduit bien. Donc, la difficulté de relief, la difficulté aussi de la vie rurale. Ceci fait partie de la réflexion sur laquelle est penchée, ou s'est penchée la direction des affaires rurales pour monter la deuxième stratégie de développement des ayants droit. Donc, on passe tout de suite à la gestion inclusive durable des ayants droit et les considérant et aboutissant ces aboutissants. Donc, c'est une stratégie focalisée sur les ayants droit à travers un modèle participatif sur l'élément humain qui vise l'amélioration des indicateurs de développement humain et, dans ce sens, elle a mis la promotion des coopératives autour des AGR et des projets et leur intégration dans l'économie solidaire comme un pilier, un chantier de travail avec une finalité d'autonomisation financière des femmes rurales tout en renforçant l'accès aux services de base au profit des ayants droit, hommes et femmes, et désenclavant la population, notamment la population dans les zones lointaines et à risque, tout en contribuant à la stabilité des populations rurales. Alors, pour... non, ça ne va pas être possible, vous allez m'excuser. Alors, quant au fondement de base pour mettre en œuvre cette stratégie de développement, donc un concept à retenir, c'est que l'ADAR a mis les moyens nécessaires pour concrétiser cette stratégie à travers le réinvestissement des recettes issues de la valorisation du foncier collectif au profit des ayants droit, sous forme soit de distribution de fonds, soit de réalisation d'actions et de projets à leur profit. Alors, les principes de cette stratégie de développement, ils se basent sur quatre principes importants. La déconcentration entre les provinces et la direction centrale, la contractualisation sous forme de contrat objectif moyen entre lorsque je dis la déconcentration, c'est en matière d'expression de besoins. Il faut que c'est au niveau déconcentré qu'il rassemble et collecte les besoins exprimés par trois catégories, par les ayants droit, par les NEIB et par les autorités ou par les plans de développement. La contractualisation entre le niveau central et le niveau territorial à travers des contrats objectifs moyens pour veiller sur le financement, la concrétisation et la mise en service. Le partenariat, c'est un incontournable parce que toutes les institutions
partenaire Diana travaille aussi dans le même axe de développement et toujours avec la participation des ayants droit et avec une communication accompagnement durant la réalisation des projets. Alors je passe vite l'essentiel. Alors la stratégie, elle se base ou se repose sur 5 projets importants, donc sur 5 programmes importants. Alors le programme 1, il concerne l'appui aux projets d'infrastructure de base et d'accès aux services publics. Le deuxième programme, il concerne l'appui des coopératives porteuses des projets et AGR dans le domaine agricole, agroforesterie, pastorale. Le programme 3, il concerne l'appui des coopératives porteuses des projets AGR dans différents services, différents métiers, à savoir l'artisanat, le tourisme, l'écotourisme, même les services. Le quatrième programme, il concerne l'appui au logement des membres des collectivités ethniques dans les zones lointaines et sinistrées. Et le cinquième programme, c'est un programme transversal qui concerne la communication et le renforcement des capacités des coopératives porteuses des projets. Alors, passons maintenant aux résultats de cette stratégie inclusive. Alors, à ce jour, et sur 10 ans, nous avons réalisé 1337 projets AGR dans différents secteurs et différentes régions, avec un montant de 972 millions de dirhams en partenariat, avec un nombre de coopératives créées, féminines, je pense, collectivistes, ayant réalisé ces 534, 128 500 bénéficiaires directs et indirects, dont 51 000 femmes, soit 40%, et avec l'élaboration de 11 conventions de partenariat institutionnel et même avec les semis publics élaborés avec les partenaires. Alors, rapidement, donc l'analyse des résultats, il relate l'approche genre, nous sommes à 34%. Et pour la répartition par programme, le programme 2, il l'emporte surtout les secteurs d'élevage, produits terroirs, la cuniculture, l'aviculture, les lotissements agricoles, etc. Pour la répartition par région, on trouve qu'il y a des régions qui l'emportent, telles que la région d'Ara, Tefilelt, les régions du Nord. Par contre, d'autres, ils sont moyennement actifs. Voilà, donc maintenant, on passe aux aspects qui relatent la consécration de l'inclusion effective de la femme dans le développement. Alors, je commence par le droit d'appropriation, non, le droit de représentativité en tant que neiba. À ce jour, donc, la loi, il permet à la femme de représenter sa collectivité en tant que naïba, et nous sommes à 17 femmes. La loi, il permet aussi aux femmes de participer aux organes de gouvernance, à savoir le conseil de tutelle, à ces différents niveaux, et nous sommes donc fait une représentation entre 15 et 30 de l'effectif. Le droit de jouissance, la loi aussi 62-17, à travers l'article 6 et à travers l'article 16, elle permet aux femmes de profiter de la distribution et de la jouissance. Et à ce jour, donc en 2024, 2928 femmes ont bénéficié des distributions de fonds et 474 femmes ont bénéficié de l'allocation de plus de 2000 hectares dans la province d'Arachidi, à titre d'exemple. Alors, concernant le troisième aspect, le droit d'appropriation des terrains et l'accès aux terres, la loi 64-17 a insisté sur l'impérativité de faire bénéficier la femme, la femme des terres collectives dans l'irrigué. L'article 17 de la loi 62-17 a permis aussi la possibilité de melchiser les terres collectives hors périmètre irrigué au droit, au profit des hommes et des femmes. En effet, 14 000 femmes collectivistes ont bénéficié de l'opération de melchisation des terres collectives dans le périmètre irrigué à ce jour. Alors, le quatrième et cinquième aspect, c'est le droit et l'accès de la femme à la scolarisation, à la formation. On voit que le programme 1, il appuie fortement la construction, les équipements, la gestion des classes scolaires, préscolaires, les crèches, les écoles coraniques, le transport scolaire dans le monde rural en partenariat avec l'INDH. Il appuie aussi tout ce qui est construction des maisons des jeunes, des maisons de femmes au profit toujours à la fille rurale et à la femme, telles que Dar Taliba, les internats, les salles académiques de sport, les salles de formation artisanale et culinaire, les salles des nouvelles technologies, etc. Donc à ce jour, nous sommes à 120 projets qui ont été réalisés effectivement au profit de 1300 femmes par la tutelle.
À côté de ça, et dans le cadre de la formation, la DAR elle assure chaque année des caravanes culturelles de sensibilisation et de formation au profit des ayants droit, accompagnés ou couplés par des ateliers de formation au profit des femmes organisés en coopérative. Et je passe à la santé comme axe aussi principal dont bénéficie la femme dans le cadre du programme 1. Donc, on a réalisé à ce jour 700 projets visant l'accès aux services publics de base, y compris les projets de santé, soit 34 000 femmes collectivistes bénéficiaires. Le dernier aspect, c'est la création de richesses à travers l'encouragement des coopératives et des porteurs de projets. Aujourd'hui, nous sommes à 537 projets et activités génératrices de revenus qui ont été portés par les femmes, et dont a bénéficié 14 700 femmes dans toutes les chaînes de valeur et dans tous les secteurs. Alors, les projets agricoles, agroforestiers, artisanat, écotourisme et élevage, en plus des énergies renouvelables et les nouvelles technologies. Donc, en titre de conclusion, je peux dire que via toutes les actions qui ont été menées, facilitées et encouragées par la tutelle, la femme a garanti ou a assuré des avantages qui lui ont permis d'améliorer sa situation économique, sociale et de participer hautement dans l'économie sociale du monde rural à travers les aspects que je viens de citer avant. Mais néanmoins, je peux dire qu'il y a lieu de signaler qu'il y a encore des défis à lever, notamment la faiblesse de capacité et d'expertise, l'absence de stimulus d'entrepreneuriat, la convergence des politiques publiques et sectorielles en matière de développement rural qu'il faut renforcer et contourner le fléau de la sécheresse et changement climatique par le développement des AGR et des projets dans des secteurs alternatifs. Ainsi, on termine notre voyage à la direction des affaires rurales et je vous laisse donc défiler ou analyser ce cocktail de photos des activités génératrices de revenus réalisées par des femmes et au profit des femmes aussi à travers quelques projets. Ainsi prend fin mon exposé. Je vous remercie. Alors écoutez, on est en train de prendre du retard, mais il était essentiel d'expliquer le cadre théorique et ce qui est mis en place en termes de design des politiques publiques pour pouvoir comprendre, ou en tous les cas toucher, la complexité de ce qui est mis en œuvre sur le terrain. On va passer au deuxième volet, qui est le volet de l'accompagnement du développement rural et agricole. Et ça va être assuré par nos collègues de l'Agence pour le développement agricole. J'appelle Si Zouheiri de la division du partenariat et de la promotion des investissements qui va nous parler de la mobilisation des ressources foncières au profit du développement rural. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, après avoir écouté les belles présentations de nos amis de la direction des affaires rurales concernant le foncier collectif et sa place importante dans le paysage foncier au Maroc, et bien sûr ses différentes complexités, permettez-moi de vous présenter un peu la valorisation un peu du foncier, les mécanismes de valorisation du foncier collectif, mais également d'autres statuts fonciers, notamment du domaine privé de l'État. Donc ma présentation va porter sur la mobilisation du foncier pour l'investissement agricole. Le mode diaporama, je pense qu'il n'est pas activé. Bon, donc ma présentation va porter sur deux volets. La mobilisation du foncier dans le cadre du plan Maroc Vert, qui a été lancé en 2008 et a pris fin en 2020.
Et une deuxième partie concernant la mobilisation du foncier et sa valorisation, notamment dans le cadre de la génération Green 2020-2030. Alors, donc le foncier agricole, bien sûr, c'est une assise. C'est une assise pour l'investissement et c'est un levier important d'investissement. Il permet la mobilisation des capitaux privés, que ce soit marocains ou étrangers. Il permet également la valorisation du patrimoine foncier et le développement des filières de production agricole. Sans foncier, on ne peut pas produire et on ne peut pas valoriser la production non plus. C'est un grand employeur et créateur d'emplois en milieu rural. Donc il crée des emplois permanents, des emplois occasionnels, mais également des cadres, des techniciens, etc. Vu la production, qui ne peut pas être totalement consommée en frais, il va falloir bien évidemment réaliser des complexes agro-industriels pour justement valoriser cette production. Bien, le bilan, étant donné que le plan Maroc vert a déjà pris fin, on est aujourd'hui dans une autre stratégie. Je vais vous donner un peu quelques chiffres sur les résultats importants qui ont été réalisés, avec bien sûr nos partenaires institutionnels, en la personne du ministère de l'Intérieur, la direction des affaires rurales en particulier, le ministère des Finances, en la personne de la direction des domaines de l'État, et une petite expérience avec la direction des Habous pour certains fonciers qui a été mobilisé au profit de certains investisseurs dans le cadre de cette stratégie. Donc on a quand même mobilisé les 3 types de fonciers avec une superficie qui dépasse les 145 000 hectares, répartis sur plus de 1700 projets, avec des investissements prévisionnels de 26 milliards de dirhams et plus. Donc l'essentiel de ce foncier a porté sur les terrains domaniaux. 77% de la superficie mobilisée portée sur des terrains domaniaux. Une belle expérience avec nos amis de l'ADAR par rapport à la mobilisation de 22%, presque 33 000 hectares, répartis sur 111 projets. Par région, l'essentiel de la superficie mobilisée a été concentré au niveau de 3 régions, Rabat Salik Nitra, Fès, Meknès ou Jia Sharqiya. Là, je vais donner un petit focus sur la mobilisation du foncier domanial. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la superficie a été mobilisé, porté sur des terrains du domaine privé de l'État. Et là, s'il y a une gouvernance particulière de cette opération de partenariat qui a été lancée en 2004 dans le cadre du désengagement de l'État, de la gestion directe du foncier agricole. C'est-à-dire, depuis 2004, l'État ne produisait pas. Il joue, à partir de 2004, il a joué son rôle régalien autant que gestionnaire un peu du foncier, et c'est au privé de produire. L'État a mis en place les conditions, les subventions, les aides de l'État, le foncier, l'encadrement, etc. Mais c'est les privés qui produisaient et qui produisent toujours. Donc c'est une opération qui a été lancée en 2004 et ce sont des appels d'offres qui sont lancés au fur et à mesure
de la disponibilité d'un foncier. Et là, je dis assigné. C'est très important parce que, in fine, l'objectif, c'est de signer des contrats de location, on les appelle nos conventions de partenariat, pour une durée qui peut aller jusqu'à 40 ans. Pourquoi cette durée? Eh bien, pour donner la visibilité aux investisseurs, bien évidemment, parce que l'investisseur, il vient pour gagner de l'argent, et non pas pour justement faire du social. Le social vient en second. Donc il doit avoir la visibilité, il va injecter des investissements, donc il doit récupérer et amortir ses investissements. Donc la durée, elle est suffisamment longue. Bien sûr, c'est en fonction. Nous avons 3 types de durée. Il y a 17 ans pour les projets des cultures annuelles, 25 ans pour tout ce qui est élevage, et 40 ans pour tout ce qui est plantation, et bien sûr, et en cas de mise en place d'unités agro-industrielles. La valeur locative, il n'y a pas de concurrence sur la valeur locative. Donc la valeur locative, elle est fixée préalablement au lancement des appels d'offres. Aujourd'hui, depuis le lancement de l'opération, on est à la 30e appel d'offres. Et bon, je vais essayer. Hein. On est au 30e appel d'offres. Et la valeur locative, il est fixée préalablement pour donner la possibilité aux concurrents d'avoir la concurrence et de présenter les meilleurs projets, et sur la base des critères bien déterminés, que ce soit des critères de cohérence, de création d'emplois, d'intégration du projet, et des critères d'études sur les possibilités de mettre en place les cultures qui s'adaptent aux conditions climatiques, notamment vu les conditions de sécheresse qui sévissent actuellement. Bien sûr, cette opération, il y a une gouvernance particulière de cette opération. Donc, on travaille dans le cadre d'une commission interministérielle. Il y a toujours nos partenaires institutionnels qui sont avec le département de l'agriculture. Donc, il y a le département de l'agriculture, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances et le ministère chargé de l'investissement. Donc, très rapidement, la superficie, j'en ai déjà parlé. Là, c'est un petit focus sur les terrains du domaine privé de l'État. En termes de réalisation, il y a des réalisations physiques très importantes qui ont été mises en place, notamment un investissement de 15,4 milliards de dirhams, soit 85% des prévisions qui ont été à date. La mise en place de plus de 46 000 hectares, que ce soit de plantation et de culture. L'irrigation localisée de presque 45 000 hectares, et là c'est un levier important et c'est un chiffre très important. Et la réalisation de 32 unités de valorisation de différentes sortes, bien sûr, que l'équipement. Aussi, en termes sur le plan social, il a été mis en place et créé 45 000 emplois, donc différentes catégories, ingénieurs, techniciens, ouvriers, les différents types d'ouvriers. Bon, je passe à la deuxième partie. La génération Green, qui a été lancée en 2020, donc a placé le foncier, a donné une place importante au foncier, notamment les 2 statuts fonciers sur lesquels il y a une grande disponibilité. Donc, il y a les terrains collectifs, il les a placés dans le fondement 1. La stratégie Génération Green est venue avec deux fondements. Il y a le fondement 1 qui est la priorité à l'élément humain et le fondement 2 lié à la pérennité du développement agricole. Donc, les terrains collectifs, ils se placent dans le fondement 1 avec l'objectif de
de mobiliser et valoriser 1 million d'hectares de terres collectives avec la création de 350 000 nouveaux exploitants et 150 000 jeunes formés. Là, c'est pour précision, donc la mobilisation, comme a dit nos amis de la direction des affaires rurales, la mobilisation, elle est assurée par la direction des affaires rurales, le ministère de l'Intérieur, et la valorisation, c'est beaucoup plus le département de l'agriculture. Donc il y a une certaine complémentarité par rapport à ce point-là. Et la mobilisation du foncier du terrain du domaine privé, il est placé par rapport aux filières, donc le développement des filières, la consolidation des filières. Bon, là, je vais donner un aperçu sur la mobilisation du foncier collectif, l'1 million d'hectares. Donc l'objectif est de valoriser le potentiel des terres collectives et leur rôle dans le développement, l'amélioration du niveau de vie des membres des collectivités ethniques, la création des opportunités d'emploi et d'activités économiques en faveur des jeunes, l'accès des investisseurs aux fonciers, qu'ils s'agissent de particuliers ou d'entreprises, et la milquisation des terrains collectifs. L'objectif, la limitation du morcellement. L'objectif, c'est l'1 million d'hectares en faveur de 200 000 bénéficiaires, dont 45 000 jeunes. Et là, vous allez remarquer que les jeunes, ils ont une place dans notre stratégie. Il y a un cadre réglementaire qui a été préparé toujours en collaboration avec la direction des affaires rurales. Donc, il y a une circulaire conjointe avec le ministère de l'Intérieur qui a été signée en 2021. Je vais essayer d'être rapide. Il y a bien sûr la commission provinciale de location et la commission provinciale de milquisation qui a été citée tout à l'heure par mes prédécesseurs. Donc les leviers de financement, donc comme j'ai dit, les incitations de l'État spécifiques. Il y a le programme d'agriculture solidaire qui va être présenté par mon collègue tout à l'heure. Et bien sûr les crédits. Et ce qui est important, là, il y a un accompagnement non financier aussi. Parce que les jeunes, etc., n'arrivent pas à monter un peu leur projet. Donc il y a des centres, il a été mis en place au niveau du département de l'agriculture, au niveau régional bien sûr, 12 centres régionaux de jeunes entrepreneurs agricoles et agro-industriels, agroalimentaires. Là, juste un petit aperçu sur les aides financières accordées aux membres des collectivités ethniques et aux jeunes. Donc, il y a 3 types d'aides. Aide à l'investissement, aide à la location et une aide additionnelle, des subventions spécifiques. Et là, je vais parler de l'aide à la location. C'est la première fois qu'elle a été mise en place au niveau du département de l'agriculture. Donc, bien sûr, ces aides varient, bien sûr, pour l'investissement de 2 000 à 7 000 en fonction dirhams par hectare, en fonction des types de cultures et de la catégorie des bénéficiaires, que ce soit jeunes, membres des collectivités ethniques, en groupement, de façon individuelle. L'aide à la location, 70% du montant du loyer avec des plafonds, et l'aide additionnelle, bien sûr, sur les composantes d'investissement qui sont installés par les bénéficiaires. Bien sûr, il y a un accompagnement, une organisation du département d'agriculture au niveau régional et provincial, que ce soit au niveau des commissions provinciales de milquisation et de location, des commissions et des cellules pour l'examen des dossiers, etc. Avec bien sûr la production d'outils de travail, que ce soit des guides et des fiches thématiques. Bien sûr, il y a déjà un système, on est en train de mettre en place un système avec nos amis du ministère de l'Intérieur qui est lancé déjà par le ministère de l'Intérieur. Il est en cours de mise en œuvre et de mise en place. Dernièrement, ça c'était pour les terrains collectifs dans la génération green. Pour le PPP, pour le partenariat public-privé autour des terrains domaniaux, donc c'est la poursuite de l'opération qui a donné des résultats. Et également,
on doit sortir et intégrer les régions des Sud. Donc il y a deux appels d'offres et des projets qui ont été lancés dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Et là, il s'agit de deux projets importants. Il y a le projet de Dakhla de 5200 hectares pour la production du maraîchage et qui va être irrigué 100% par l'eau de mer dessalée. La station est en cours de mise en place. Les prévisions, c'est mi-juin, vers juin. Il y a également un autre projet à Jrifia El Ayoun également au profit des jeunes de la région, que ce soit de l'Ayoun ou de Dakhla, et également au profit des investisseurs. Voilà, je vous remercie. Toutes mes excuses à Sizouhairi, chef de la division du partenariat et de la promotion des investissements, mais théoriquement, nous sommes en retard maintenant, officiellement. Il nous reste 2 interventions, tout aussi intéressantes les unes que les autres. On va continuer dans cette tendance. L'idée quand même de cette conférence, c'est de pouvoir transmettre le plus de données possible, le plus de savoir possible. Je vais appeler Cyrus, qui va nous parler donc de l'agence, enfin chef de division, pardon, de l'ingénierie des projets de l'agence pour le développement agricole, qui va nous parler de l'agriculture solidaire et de cette nouvelle génération qui est en place actuellement. Voilà. Donc on va essayer de passer rapidement les aspects théoriques, parce que je pense que le message est passé, pour pouvoir aller directement au fond du sujet. Salam alaikum. البريزونطاسيون وجدتها فرونسي ولكن القاء نديرو بالعربيه باش كوم سا يعني تسهل نفهموا كاملين نفس السياق. دونك اولا كنشكر المنظمين. J'ai préparé la présentation en français, mais je vais faire la présentation, je vais présenter oralement en arabe. Je remercie l'agence de développement agricole pour avoir contribué à cette valorisation du foncier agricole. Je vais parler sur la valorisation du foncier agricole. Dans mon temps d'intervention, je vais parler de 3 points principaux. Premièrement, je vais parler des acquis de l'agriculture solidaire. Puis, je vais parler de l'agriculture solidaire dans le cadre de nouvelle génération green. Et aussi, je vais parler de l'état d'avancement et la mise en œuvre de l'agriculture solidaire d'une nouvelle génération. Ça a été lancé en 2008 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, qui a continué jusqu'à 2020, qui a focalisé principalement sur 2 piliers. Le premier, pour l'agriculture à valeur ajoutée. Le deuxième, c'est pour l'agriculture solidaire, à travers des mesures horizontales et transversales. Ça a été destiné aux petits agriculteurs pour contribuer à limiter la vulnérabilité et lutter contre la pauvreté. Et lors de la mise en œuvre, nous avons adopté certaines approches et principalement se concentre sur l'approche participative en incluant ces paysans et ces agriculteurs pour
cristallisé pour mettre en œuvre ces projets. Aussi l'approche de la chaîne, c'est une chaîne de production unifiée, c'est la production hiérarchique ou bien verticale. Troisième point, c'est l'approche contractuelle pour renforcer et améliorer la façon le modus operandi ou bien le modus faciandi des investissements, et aussi les organisations professionnelles qui représentent les bénéficiaires, en plus d'un régime de gouvernance avec des procédures qui déterminent les interventions de chaque acteur à part tout au long de ces processus de production. Brièvement, le bilan de réalisation lors de cette période 2008-2020, nous avons réalisé 989 projets dans l'agriculture agricole avec une enveloppe budgétaire de 14,5 milliards de dirhams mobilisés. Aussi, nous avons plus de 380 000 plus de plantations fructueuses. Nous avons réalisé presque 428 unités de valorisation des produits agricoles. Et aussi l'aménagement des prairies ou bien des domaines pastoraux avec une superficie qui dépasse les 34 000 hectares. Et aussi l'amélioration des activités génératrices de revenus à travers la distribution de plus de 34 000 têtes de caprins et d'ovins. Aussi, l'eau est très essentielle pour l'abreuvage des cheptels. Au niveau de la mobilisation et l'amélioration du transport professionnel ou bien de l'irrigation, nous avons réparé plus de 2000 km des ruisseaux et des canaux d'irrigation de nouvelle génération, des systèmes d'irrigation de nouvelle génération, et aussi la présence collective pour le désenclavement des zones rurales en créant 612 km de pistes et aussi des ruches, distribution des ruches, plus de 100 000 ruches pour réaliser une chaîne de production excellente par excellence. Concernant les impacts globaux, c'est sur l'évaluation effectuée en 2019, soit les situations interprofessionnelles ou bien les élus, notamment dans les chambres agricoles, nous avons enregistré la réalisation de plus de 66 000 postes de travail et aussi un chiffre d'affaires qui dépasse 8 milliards de dirhams et la contribution générale de 1,9 million de tonnes de CO2. Et quelques images concernant ces réalisations que nous avons réalisées jusqu'à présent dans le cadre du plan Maroc vert. La généralisation, chaque période a ses défis, ses principes. Lors de la préparation du Maroc vert et dans le cadre national et international et les changements climatiques et aussi le fait que la sécurité alimentaire refuse surface et flotte sur la surface, donc on doit répondre de manière holistique pour lançant de nouvelles initiatives de green génération suivant les hautes directives royales de Sa Majesté Roi Mohammed VI qui assiste. Cette nouvelle génération des projets agricoles solidaires se concentre et focalise sur deux principaux actes, deux bases fondamentales. C'est inclure le capital humain dans le cœur de cette initiative, aussi le développement
des capacités, la création des travail. Donc l'agriculture solidaire est présente, et on y trouve dedans les nouveaux mécanismes d'accompagnement, et sa mise en œuvre de cet axe est basée sur deux principes. Premièrement, c'est la capitalisation de ce plan et aussi le financement. Et deuxième axe, c'est le lancement d'une nouvelle génération pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques, notamment la création, promotion, bien l'évaluation, plutôt l'amélioration des conditions de vie de la classe moyenne, et aussi promouvoir la situation des petits agriculteurs et plutôt les femmes au monde rural, et aussi valoriser les oasis. Comme vous le savez tous, l'intervention est 100% étatique, et aussi la mobilisation des moyens c'est par l'État, qui est réalisée sur le terrain par les services du ministère de l'Agriculture dans différentes provinces et préfectures du Maroc, et ça cible les zones de vulnérabilité et les classes sociales les plus vulnérables dans ces régions. 4 objectifs tracés sont: premier, la contribution à l'inclusion sociale et garantir l'autonomisation de la population. Deuxièmement, l'amélioration des revenus des petits agriculteurs et création d'emplois. Troisièmement, renforcement de la résilience de l'agriculture pluviale et la préservation des ressources naturelles, et aussi quatrièmement, la contribution à l'amélioration de l'attractivité des territoires, pour donner une nouvelle dynamique aux investissements privés. C'est concernant l'agriculture, c'est la création d'une classe moyenne agricole et promouvoir la situation des jeunes entrepreneurs, et aussi le renforcement des agriculteurs et renforcer la résilience concernant le renforcement des chaînes de production pour une agriculture éco-friendly qui respecte l'environnement. Concernant l'approche d'intervention adoptée, c'est une approche inclusive et interactive qui s'appuie généralement sur une approche territoriale pour mobiliser les différents acteurs. Et avant de commencer n'importe quel projet, on détermine de priorités qui répondent aux normes de vulnérabilité, avec l'inclusion de différents intervenants pour déterminer les priorités, les points de faiblesse et points de force, pour répondre aux besoins, pour valoriser les produits de terroir. Le deuxième aspect, c'est l'adoption d'un système de production contre le fait sur lequel nous avons travaillé auparavant, qui appuie principalement sur la production verticale et horizontale en même temps, donc qui inclut toutes les classes et aussi toute la chaîne de valeur. En tant que stratégie pour gérer les risques, et ça inclut aussi les plantations et les produits. Ce qu'on voit, ce qu'on témoigne aujourd'hui, savoir les catastrophes naturelles, etc., en plus de la gestion des risques. Donc les produits d'automne ne sont pas les produits de l'hiver, donc ça change, donc on doit gérer de manière optimale. Et aussi les plantations saisonnières ne sont pas les arbres fruitiers. Et donc on doit chercher l'autonomie en termes de consommation personnelle, que ce soit dans les ménages ou bien le système de protection animale lié et de ces plantations. Donc nous avons adopté un accompagnement qui est l'épine dorsale
de l'accompagnement, de réalisation et de développement dans ce domaine. Et aussi, on doit inclure les ménages en tant que partie prenante. Et la mise en œuvre se fait à travers 4 initiatives qui répondent aux spécificités de chaque secteur territorial. Donc, nous avons l'initiative de diversification et nous travaillons de manière principale pour étendre l'étendue de ces plantations fruitières. Donc, le Maroc cherche à diversifier ces secteurs et de domaines et des agro-systèmes qui diffèrent du nord vers le sud. Et donc, on doit adapter les plantations avec l'espace concerné. Donc cette initiative cherche à accompagner les petits agriculteurs de passer d'un régime traditionnel vers un régime développé et avancé. Aussi l'inclusion des produits chimiques pour donc elle nous donne une valeur ajoutée sur le produit agricole. Le deuxième initiative, c'est l'intensification durable des systèmes de production. C'est l'accompagnement pour passer à un système de production écologique et éco-friendly, qui est responsable, que ce soit la semence directe ou bien la semence forestière. Troisième initiative se focalise sur la valorisation de la production. Il y a une personnalité morale dans la mise en œuvre de cette initiative. Donc la production au niveau de l'exploitation, on doit gérer les usines de transformation. Et donc ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc dans ce sens, donc on doit mettre en place ces unités de transformation suivant des normes. Et aussi respecter les conditions sine qua non pour réussir ces initiatives. La quatrième initiative, c'est très importante, elle est faite et est destinée aux jeunes et aux femmes afin de les inclure et les intégrer dans le marché de travail et pour leur assurer des revenus et pour les promouvoir et promouvoir ces institutions. En contrepartie, nous avons capitalisé et financé le régime ou bien le système de gouvernance pour soutenir le plan de Maroc vert que nous avons renforcé afin de garantir une mise en œuvre transparente à travers un guide de mise en œuvre et aussi les instances de gouvernance qui se chargent de l'homologation de ces projets et les adapter. En plus de cette initiative d'intervention, il y a une approche transversale qui cherche à améliorer les conditions de mise en œuvre, c'est-à-dire la consultation agricole de proximité et aussi l'accès de ces petits agriculteurs aux services digitaux et aussi au marché, tout ce qui concerne le financement et la protection sociale et autres. Comme j'ai déjà parlé sur le rôle des organisations professionnelles pour la pérennisation de cette initiative, donc nous avons un plan d'accompagnement pour ces organisations professionnelles, diagnostic et aussi le savoir des besoins exprimés et leurs points de faiblesse. Ça se fait à base d'un diagnostic et un plan d'accompagnement qui s'appuie sur 4 axes principaux pour le renforcement des capacités et aussi la commercialisation des produits et aussi la pérennisation de l'organisation et de la production agricole. Donc, le dernier point concernant l'état d'avancement et la mise en œuvre de ce plan d'action et de cette stratégie de Green Generation. Vers la fin de 2024, nous avons cristallisé et homologué 103 projets solidaires dans les différentes régions du Maroc.
ces trois projets sont des projets très importants qui structurants, qui concernent plus de 152 communes territoriales avec une enveloppe budgétaire de 2,5 millions de dirhams et qui inclut 19% des femmes. Les composantes principales, c'est la plantation, les plantations, on parle du carobier, du cactus, de l'amandier, et en plus d'autres arbres résilients. Si l'aménagement hydrographique ou bien hydroagricole, c'est l'aménagement hydroagricole sur 258 km des ruisseaux, bien des saguiers. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons une régression de cette ressource naturelle qui est devenue rare à cause de la sécheresse. Donc les eaux vertes est très important dans le monde de l'agriculture. En fait, nous avons l'agriculture conservative et on trouve de ce sens plusieurs choses. Nous qualifions les coopératives à base de jeunes, soit au niveau des aménagements, des équipements, bien sur le plan cognitif et savoir-faire, parce que c'est un grand programme qui cherche à transformer des millions d'hectares de céréales de semences directes. Il y a aussi l'ouverture des voies rurales et pistes rurales, des voies rurales et pistes rurales, 400 km de ces voies. Donc la valorisation de la production animale, aussi le développement de l'élevage et l'apiculture. Et l'ouverture des pistes aussi, les déchets de production agricole sont des unités ou bien des infrastructures disposant des technologies très importantes parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'eau. Donc là, nous avons une concentration sur la valorisation des terrains collectifs. Comme vous constatez, nous avons plus de 16 000 hectares pour l'agriculture solidaire. Comme vous voyez, presque 5 régions, Marrakech, Draat Filelt, Fas Meknes, Rabat Saleh Kenetra, l'oriental, et aussi la répartition selon les chaînes de production. On constate que le cactus prend le devant. Donc ça ne reste pas beaucoup, donc je suis sur le point de terminer ma présentation. Donc un petit problème technique. Le cactus, on constate que les arborescences, c'est le caroube et autres arbres fruitiers qui on doit travailler sur ce plan parce que c'est notre objectif principal de cette situation très critique. Ceci est dit pour la contribution de l'agriculture solidaire pour l'intégration sociale des jeunes et aussi dans le cadre de dans ce programme de 103 projets qui ont été validés. Nous avons l'accompagnement technique et financier pour les coopératives et aussi les entreprises agricoles qui concernent plus de 6 000 jeunes
avec un enveloppe budgétaire qui dépasse des millions de dirhams pour l'intégration sociale des femmes du monde rural. Donc la mise en œuvre de ces centres projets qui concernent, qui nécessitent ou bien qui concernent l'accompagnement de plus de 200 coopératives avec 216 millions de dirhams. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations très précises. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir analyser ça de manière approfondie. Sans plus tarder, notre dernière intervention, l'un des principaux acteurs de tout ce processus de mobilisation du foncier, Si Chahi, directeur de la conservation foncière auprès de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Il va nous expliquer de manière brève, tellement le sujet est compliqué, le rôle de la conservation foncière dans l'encouragement à l'investissement dans le monde rural. Alors, on connaît traditionnellement la question de, la conservation foncière dans le volet protection des droits. Là, on va plus l'aborder dans la perspective de l'encouragement du climat des affaires. Si Chahi, marhaba. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu clément miséricordieux, je connais les limitations de temps que nous avons, donc je vais être aussi rapide que possible pour cette présentation. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence et je voudrais remercier le ministère de l'Intérieur pour son invitation pour participer à cet atelier. Donc, je vais parler du rôle de la NFCC pour encourager l'investissement dans le monde rural. So, my colleagues talk about the rural world, Somaliland. Et je peux dire que tous ces investissements, tous ces produits ne peuvent exister sans un foncier assaini afin de faire ces investissements le plus longtemps possible. Donc, pour l'ordre de ma présentation, le rôle de l'assainissement et le rôle de l'enregistrement, de l'immatriculation du foncier de l'investissement. Alors, je vais parler des défis du cadre juridique et tout ceci bien sûr dans le rural. Et finalement je vais parler de certaines réglementations pour le foncier rural. Donc tout d'abord, les défis. L'objectif est d'atteindre un développement économique dans le monde rural, améliorer l'employabilité dans le monde rural, améliorer l'environnement des affaires et finalement encourager des investissements dans le monde rural et faire du foncier un outil pour attirer les investissements et également en faire les garanties nécessaires une fois que c'est assaini pour les investissements. Donc, le Maroc a pour objectif d'améliorer le foncier rural pour attirer l'investissement. Et depuis 1913, le Maroc a développé un cadre juridique très important, donc le Dahir du 12 août 1913, donc ensuite le Dahir du 17
63. Donc ceci est la loi, je fais référence à la loi du 25 juillet 1969 et le Dahir du 29 juillet 1969 et d'autres lois, comme vous pouvez le voir, qui sont toutes pour objectif d'encourager le monde rural et l'investissement dans le monde rural. Et dernièrement, le 14 juillet 2021, qui demande à ce que les immatriculations soient données pour les fonciers ruraux pour investissement. Et donc toutes ces lois, toutes ces réglementations visent le foncier rural et ceci met la population rurale les met au centre des investissements. Tout d'abord, et afin de faire l'immatriculation, il faut connaître quels sont les endroits, ce qui va ensuite, ça va augmenter la valeur du foncier. Vous savez qu'il y a plusieurs systèmes. Le foncier non immatriculé, en cours d'immatriculation et immatriculé. Celui qui est immatriculé a le plus de valeur. Arrêter les défis à travers le foncier et finalement fournir les garanties nécessaires car le foncier immatriculé peut être utilisé comme collatéral par les banques pour avoir des crédits pour des projets. Je vais également me concentrer sur les outils qui ont été mis en place par l'ANFCC pour encourager le foncier rural. Donc nous avons d'abord une immatriculation collective des landes, ensuite nous avons un conflit et également afin d'avoir un système foncier qui soit unifié. Et depuis 2014 à ce jour, la NFCC organise entre 30 et 35 ou bien a fait des immatriculations pour 35 communes, l'équivalent de 300 millions de dirhams annuels. Donc entre 2014 et 2015-2024, 1 258 000 titres fonciers ont été mis en place depuis l'établissement du Dahir en 1969. Donc ici, on voit que entre 2014 à ce jour, ce projet est beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient et nous allons faire la même chose pour d'autres communes les années à venir. Maintenant, je vais parler de l'objectif d'immatriculer les terres collectives et les terres foncières. Enfin, il faut assainir le foncier afin de garantir tous les droits et afin d'assainir ces terres, on le fait pour arrêter les conflits entre les Soulali et les différentes parties prenantes. Ensuite, quand on parle de l'immatriculation des Soulalia, donc il y a 5 500 000 titres qui ont été immatriculés de 500 hectares et il y a bien sûr un programme dans le cadre de l'accord qui existe entre le ministère de l'Intérieur et la NFCC pour immatriculer les titres solaliers.
Donc ici, on peut voir les résultats du travail que nous faisons avec les Soulali. Nous avons également parlé de la propriété forestière. C'est un investissement dans le rural et c'est l'agence de eaux et forêts ou bien qui organise plusieurs projets. Donc il est très important de valoriser les fonciers forestiers et le préserver. Donc c'est 9 millions d'hectares et uniquement 6 600 000 sont immatriculés. Sauf qu'il y a eu une augmentation d'immatriculation ces dernières années. Donc ceci sont pour les grands comptes qui sont les eaux et forêts, le ministère de l'Intérieur, etc. Car ce sont les plus gros. Nous avons projet avec le ministère de l'Intérieur et on a vraiment réussi dans des régions comme Sidi Qassem, Souk Arber, Qala. Ce sont des projets qui ont pour objectif de donner des titres. Et ce qui est spécifique avec pour tous ces projets, c'est que c'est sur instruction royale, ces immatriculations sont faites gratuitement. Et donc, nous donnons le soutien. Des outils développés pour la résilience. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre participation et puis à très bientôt.